Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons l'un des 10 pays les moins développés au monde, le pays des hommes intègres. Anciennement République de Haute-Volta, colonie française, le Burkina Faso accède à l'indépendance le 5 août 1960 et adopte ce nom 24 ans plus tard, un nom né de la combinaison de deux mots dans deux langues principales du pays, le moré et le dioula. À 180 km au sud de la capitale, Ouagadougou, le village de Lohanga, dont est originaire maître Paul Quéré, avocat au barreau de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Nous sommes avec son épouse, présidente de l'association pour le développement de Lohanga. Une émission réalisée en partenariat avec Multicolore, le réseau multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en Lorraine. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Pascal Bastien-Quéré, bonjour. Bonjour Éric. Merci de me recevoir chez vous à Pulnoy, qui est aussi le siège de l'association pour le développement de Lohanga, que vous présidez. Une association que vous avez fondée en 2005. Oui, l'association pour le développement de Lohanga est une idée de mon mari, puisque il est originaire de Lohanga et nous avons décidé de créer cette association pour aider le village dans toutes les fonctionnalités possibles. C'est-à-dire, nous l'aidons au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, nous aidons les femmes, nous distribuons des vêtements. Nous avons fait des partenariats avec d'autres associations pour envoyer des vélos et nous avons déjà construit, nous continuons à construire une école primaire et une cantine associée. L'association pour le développement de Lohanga est donc membre du réseau Multicolore et le vice-président de l'association est aussi vice-président du réseau Multicolore. Le Burkina Faso, je le disais en introduction, est l'un des 10 pays les moins développés au monde. Le tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Il est pourtant le deuxième producteur africain de coton après l'Égypte et possède du cuivre, du fer, du zinc et surtout de l'or. Juste quelques clichés pour présenter l'ex-Haute-Volta. 7 millions d'habitants avec plus de 6 millions de paysannes et de paysans. Un taux de mortalité infantile estimé à 180 pour 1000. Une espérance de vie se limitant à 40 ans. Un taux d'analphabétisme allant jusqu'à 98%, si nous concevons l'alphabétisé comme celui qui sait lire, écrire et parler une langue. Un médecin pour 50 000 habitants. Un taux de scolarisation de 16%. Et enfin, un produit intérieur brut par tête d'habitant de 53 356 francs CFA, soit à peine plus de $100. Le diagnostic, à l'évidence, était sombre. La source du mal était politique. Le traitement ne pouvait qu'être politique. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Un extrait du discours de Thomas Sankara à la tribune des Nations Unies le 4 octobre 1984, donc quelque temps après son accession au pouvoir. Il sera assassiné le 15 octobre 1987 dans des conditions qui restent troubles, Pascal Bastien-Quéré. Oui, Thomas Sankara était un président qui a, je pense, énormément marqué le Burkina Faso. Néanmoins, il était en avance sur son temps et il prenait notamment une politique d'émancipation nationale vis-à-vis de la France, ainsi qu'une démocratie participative qui, aujourd'hui, pour les jeunes générations, est quelque chose qui revient au goût du jour. On le qualifiait là-bas un peu du Che Guevara africain. Oui, je pense qu'il a énormément marqué sa génération et mon mari, qui est de la génération de Sankara, en parle comme quelqu'un qui donnait un grand espoir au Burkina Faso. C'est quand même lui qui avait décidé de changer ce nom Haute-Volta en Burkina Faso. Mmh. Un geste symbolique, évidemment. Tout à fait. Mais je pense qu'il est
comme je l'ai dit tout à l'heure, en avance sur son temps, et ces méthodes qui prônaient une libération et j'allais dire une séparation par rapport à la France n'ont pas été très acceptées. Donc on peut en conclure ce que l'on veut suite à son assassinat. Assassinat, Pascal Bastien-Quéré, je disais qu'il, voilà, peu d'informations encore aujourd'hui, beaucoup d'hypothèses, y compris la présence de la France dans cette affaire. C'est ce que l'on dit. La France, certains grands hommes politiques, mais je pense que... Mitterrand, pour ne pas le nommer. Mitterrand, Pasqua, voilà. Mais je pense que aujourd'hui, Sankara, suite au coup d'État qui a eu lieu et l'insurrection qui a eu lieu le 31 octobre 2014, où la population a voulu se révolter et faire que demander à Blaise Compaoré, si on veut le dire, de quitter 28 ans de pouvoir, se réfère de nouveau à Sankara, et les jeunes générations, j'étais récemment au Burkina Faso, reparlent de cette indépendance vis-à-vis de la France, où l'on doit pouvoir produire soi-même au Burkina, et notamment où on doit aussi sortir du franc CFA, puisque on sait bien que c'est la France qui crée et qui donne le taux du franc CFA pour toute l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest. Et donc, Sankara est encore une image importante et qui a beaucoup marqué le Burkina Faso. Vous évoquiez, Pascal Bastien-Quéré, les grands personnages. La France était également, et ça c'est indiscutable, présente lors de l'exfiltration de Blaise Compaoré, notamment avec le soutien de François Hollande, pour, après sa démission en 2014, l'extraire évidemment du Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire et après vers le Maroc. Tout à fait. Je pense que le positionnement du Burkina est un positionnement important. Il faut savoir, avec le problème qu'il y a, le conflit qu'il y a au Mali, au Nigeria, avec le problème du Niger, avec tout le problème d'AQMI, de Boko Haram, le Burkina Faso était une terre qui se situait, qui était bien positionnée, puisqu'il est à l'intérieur des terres, avec tous ces pays tout autour, et la France et les États-Unis sont positionnés militairement au Burkina Faso, ce qui leur permet d'agir en même temps en Côte d'Ivoire lorsqu'il y a le problème en Côte d'Ivoire, mais aussi beaucoup au Mali. Et la semaine dernière, on a bien vu notre président, ou même cette semaine d'ailleurs, aller au Mali, et on passe toujours par le Burkina Faso. Comment est-ce qu'une association comme la vôtre, celle que vous présidez en tout cas, Pascal Bastien-Quéré, l'association pour le développement de l'Ohanga au Burkina Faso, comment une telle association se positionne précisément dans un tel contexte ? Il est clair que nous sommes une association de solidarité internationale. Donc, nous n'avons pas à intervenir sur ce côté politique. Donc, notre association doit surtout venir en aide aux populations, monter des partenariats avec les populations, faire valider les projets par les institutions politiques, quelle que soit la tendance politique, et faire participer la population et la responsabiliser. Donc, nous évitons toute démarche, enfin, tout point politique, puisque, d'une manière comme une autre, nous sommes là pour aider la population qui est celle du village de mon mari. Donc, nous sommes là pour aider la famille en priorité. Et nous ne sommes pas pour le moment du tout gênés par ce climat, j'allais dire, politique qui n'est pas stable. Le Burkina Faso est encore très largement analphabétisé. Voici un extrait d'un court-métrage réalisé en 2008 par le Team Burkinature, une ONG de Haute-Savoie qui, comme vous, Pascal Bastien-Quéré, intervient au Burkina Faso. L'éducation, l'alphabétisation, la scolarisation sont des termes qui résonnent. Ils représentent la principale préoccupation des pays soucieux de leur développement. Le Burkina Faso s'organise et consacre une partie de son budget à l'éducation. Il est soutenu par des ONG qui œuvrent concrètement et localement pour améliorer les structures en place ou pour en construire de nouvelles. Le parcours d'un jeune Burkinabé, depuis la maternelle jusqu'à l'université, est difficile.
les enfants rencontrent des obstacles parfois insurmontables pour les familles. Le manque de moyens matériels reste le problème principal. Les livres, les cahiers, les stylos sont en nombre insuffisant. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Pour l'association pour le développement de l'Ohanga que vous présidez, Pascal Bastien-Quéré, l'éducation est une priorité. Tout à fait, l'éducation est une priorité, puisque si l'on resitue le Burkina Faso actuellement, aujourd'hui, le Burkina Faso, c'est une population de 19 millions d'habitants, même un peu plus, un nombre d'enfants par femme de 5,52, un taux de mortalité de moins de 5 ans de 61 pour 1000, 6 médecins pour 100 000 habitants, une espérance de vie de 59 ans, un taux de scolarisation primaire de 82%, qui a fait un bond énorme ces dernières années, mais malheureusement un taux d'alphabétisation qui reste de manière globale qu'à 29%. Est-ce que l'Ohanga, Pascal Bastien-Quéré, ce village dont est originaire votre mari, Maître Paul Quéré, on le disait tout à l'heure, à 180 km au sud-est de la capitale, Ouagadougou, est-ce que ce village est représentatif de la situation actuelle du Burkina Faso? Tout à fait. C'est un village de 6000 habitants. Avec 800 enfants. Nous, aujourd'hui, nous avons 800 enfants scolarisés dans 12 classes, avec 53% de filles. Mais c'est une représentation de l'ensemble des villages du Burkina. Je crois qu'il y a 300 villages au Burkina Faso. La particularité peut-être que nous avons, du fait que nous occupons fortement de ce village, c'est que ces dernières années, nous avons vu le taux de scolarisation beaucoup augmenter, puisque à la fois nous aidons à la scolarité des enfants, mais en même temps, nous finançons la cantine. Et donc, c'est très important, c'est-à-dire que quand les parents savent que les enfants vont manger, ils envoient leurs enfants à l'école. Ce que nous pouvons, un point sur lequel nous sommes très fiers, c'est le taux de scolarisation des filles. On nous dit toujours que les filles ne vont pas à l'école, que c'est surtout les garçons. Ce n'est pas du tout le cas au niveau de l'Ohanga. Au niveau de l'Ohanga, les filles vont autant à l'école que les garçons. Pour quelle raison cette différence, Pascal Bastien-Quéré? Je ne sais pas. Je pense qu'au Burkina, moi c'est quelque chose que j'ai constaté depuis longtemps. On ne ressent pas, moi j'ai jamais ressenti une différence forte entre le traitement des filles et des garçons. Les garçons très jeunes vont travailler au champ avec leurs parents et les filles très jeunes travaillent aussi pour aider les mamans. Mais là, la scolarisation a fait que tous les enfants sont allés à l'école. Les filles, on peut trouver en école, en CM2, on peut retrouver des filles qui ont 16 ans, hein, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'elles savent lire, écrire et compter. Et c'est très important pour la suite, puisque il y avait un slogan il y a quelques années au Burkina qui disait « Une fille ou une femme scolarisée, c'est derrière 5 enfants scolarisés ». Donc, c'est très bien, c'est un développement. On reviendra avec vous, Pascal Bastien-Quéré, sur le rôle des femmes au Burkina Faso, en Afrique, au Burkina Faso en particulier. Est-ce que aujourd'hui, quelle est la part que représente l'association pour le développement de l'Ohanga que vous présidez dans cet effort éducatif dans ce village précisément? Je pense que nous sommes le point crucial de l'éducation au niveau du village. C'est malheureux de dire ça, mais depuis que nous occupons du village, on a commencé par fournir les fournitures scolaires. On achetait des fournitures scolaires pour tous les enfants. Au début, on n'avait que 700 enfants et on s'arrangeait pour avoir un kit pour chaque enfant. Ensuite, on a travaillé sur la cantine, c'est-à-dire on s'est dit il faut permettre à chaque enfant de manger, puisque les enfants ne pouvaient faire 10 km le matin et puis ne pas manger avant le soir. Et ensuite, on a commencé seulement à travailler sur la construction de l'école primaire, puisque ça a été une demande, puisqu'il n'y avait plus de place. On avait 700 enfants dans 6 classes. C'était plus possible, donc c'était les logements des enseignants qui étaient pris. Donc maintenant, on a reconstruit donc une école de 3 classes. Et quand on a construit l'école de 3 classes, puisque j'avais fait valider le projet avec mon mari, on avait été voir la ministre de l'Éducation et de l'alphabétisation primaire, et on lui avait dit on va construire une école de 3 classes, et la ministre a construit une école de 3 classes en même temps que la nôtre, ce qui a fait 6 classes supplémentaires. Donc on s'est retrouvé à 12 classes. Donc ce qui a été très important. Est-ce que ça veut dire, Pascal Bastien-Quéré, que l'État brille surtout par son absence dans le domaine de l'éducation au Burkina Faso?
Je pense que dans là, quelques années, on peut très bien comprendre, comme beaucoup de pays où les présidents sont là depuis longtemps, que l'intérêt n'était pas d'éduquer son peuple, puisqu'un peuple qui est éduqué commence à comprendre les choses. Maintenant, il faut voir que l'éducation est quand même une priorité quand on discute aujourd'hui avec les hommes politiques. Néanmoins, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de financement, il n'y a plus beaucoup d'argent au Burkina. Donc, de ce fait, la priorité des associations, et aujourd'hui on voit bien que beaucoup d'associations de solidarité internationale vont au Burkina pour construire des écoles. Il faut commencer par ça, il faut éduquer le peuple et après on pourra aller plus loin. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Orodara Siriki par Khalifa Gmougnou en concert à Commercy en 2012. Un groupe formé en 2010 sous l'impulsion de Sédou Diao, dit Khalifa, balafoniste burkinabé installé en France, et Samou, musicien multi-instrumentiste français. Après l'éducation, une autre priorité de l'association pour le développement de l'Ohanga que vous présidez, Pascal Bastien-Quéré, c'est la santé. Oui, la santé. Je pense qu'on le sait très bien comment sont classés les États au Burkina. Les États dans le monde, excusez-moi, c'est qu'on regarde quel est le niveau de scolarisation, on regarde quel est le niveau d'accès à la santé et on regarde quel est le niveau d'accès à l'eau. C'est l'indice de développement humain.
Voilà, et donc la santé, c'est vraiment prioritaire. On se rend compte aujourd'hui que depuis 2005, on a commencé vraiment la santé à partir de 2007, où j'avais récupéré du matériel dans les hôpitaux de Nancy. On a envoyé des bus et on a équipé le dispensaire. Le dispensaire avait été construit par l'État, mais il était vide. On avait 2 infirmiers, mais il n'y avait strictement rien dedans. Nous l'avons équipé et aujourd'hui, on voit les populations venir régulièrement se faire soigner. Ensuite, quand le dispensaire ne peut pas faire les soins, ils sont envoyés au CHR qui se trouve à 8 km. Donc ce n'est pas très loin. Le problème de la santé au Burkina, c'est qu'il n'y a pas de gratuité. Donc on crée une gratuité de base, mais dès qu'on va un peu plus loin dans les soins, les populations ont besoin de payer. Donc c'est un vrai problème. Donc nous essayons de récupérer tout ce matériel en trop dans les hôpitaux en France, puisqu'on sait qu'on jette énormément de choses et on équipe régulièrement le dispensaire et la maternité. Donc voilà, et récemment, nous avons encore apporté du matériel de base qui permet aux populations de venir se faire soigner parce qu'ils savent qu'ils sont pris en charge et ils ont toujours cette idée de dire l'association apporte ce qu'il faut pour que nous soyons soignés. Donc ça, c'est important. Pascal Bastien-Quéré, vous évoquiez tout à l'heure, bien sûr, le secteur de l'éducation. Ajouté à la santé, aujourd'hui, quel est le budget, quelles sont les sommes annuelles, par exemple, que l'association est capable de mobiliser, aussi bien en France qu'à l'étranger, pour les injecter localement à Luanga ? Notre association a un très petit budget. Nous avons un budget qui tourne autour de 13 000 € par an. Sur la santé, j'allais dire, notre budget est de 0. Nous ne faisons que de la récupération au niveau des hôpitaux et nous envoyons le matériel, nous portons le matériel là-bas. Mon mari allant régulièrement au Burkina et moi-même, nous remplissons nos valises et nous apportons tout ce qu'il faut. En même temps, en vous écoutant, Pascal Bastien-Quéré, on a un peu le sentiment, vous le disiez tout à l'heure, voilà, vous êtes quasi le principal opérateur, en tout cas à Luanga, en matière d'éducation et en matière de santé. Est-ce que, un peu l'État dans l'État ? Non, c'est bien ce que je voulais dire tout à l'heure lorsque je parlais de Sankara. Sankara disait « il faut que nous apprenions nous-mêmes à nous débrouiller et nous, Association de solidarité internationale, nous devons veiller à ne jamais faire à la place de l'État, mais simplement faire en association. » Il ne s'agit pas de donner du poisson, mais d'apprendre à pêcher. Tout à fait. Et quand nous montons un projet, nous le montons en demandant toujours à la population « est-ce que vous êtes d'accord que nous fassions cela ?» Nous avons Alors, est-ce que c'est une proposition que fait l'association ou est-ce que c'est une demande qui émane de la population locale ? Les deux. Ça dépend les projets. Sur le projet qu'on verra tout à l'heure, les femmes, c'est les femmes qui l'ont demandé. Concernant la santé, on sait que c'est un besoin permanent. Donc là, on va avoir régulièrement les médecins, ou plutôt ce sont des infirmiers du dispensaire, les accoucheuses ou de la maternité et nous leur disons qu'est-ce que vous avez besoin. Récemment, nous nous sommes rendu compte qu'une chose toute simple, c'est pour ça que je vous dis que ça ne coûte rien. On récupère des vêtements de bébé ici en France. On m'en donne, j'en ai des cartons plein la maison régulièrement et on a emmené plus de 200 kilos de cartons de vêtements de bébé depuis le mois de septembre. On donne ces vêtements de bébé au dispensaire. Ce qui serait intéressant, c'est de voir la provenance du coton qui sert à faire ces vêtements de bébé. Oui, mais on apporte des choses qu'ils n'ont pas, voilà, malheureusement. Et on s'est rendu compte que les infirmiers ont pu mettre en place un système qui fait que les mamans, lorsqu'elles viennent accoucher ou qu'elles viennent en suivi, souvent, une fois que l'accouchement est terminé, et ben voilà, elles ne veulent pas revenir faire le suivi pour le bébé. Et donc, par le principe de fait de donner des vêtements, les infirmiers leur disent « si vous venez en suivi, la prochaine fois, on vous donnera des vêtements. » Donc, on donne des vêtements de bébé, puis on donne des vêtements d'enfants, parce que les mamans ont toujours, bien sûr, d'autres enfants. Et ça permet aux infirmiers d'instaurer un système de suivi des mamans. Donc, vous voyez, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, c'est que du don, ici en France, mais qui a un impact très fort. Et nous ne prenons pas la place de quelqu'un à ce niveau-là. Pour mener à bien vos actions à Luanga, au Burkina Faso, à travers l'association que vous présidez, Pascal Bastien-Quéré,
vous insistez sur le rôle des femmes, et vous n'êtes pas les seuls. Depuis 2006, la Fondation L'Occitane soutient l'émancipation économique des femmes au Burkina Faso en finançant des projets d'alphabétisation, de microcrédit et de formation à des activités génératrices de revenus. Je n'ai pas été à l'école et j'ai commencé l'alphabétisation en 2009. Maintenant, j'arrive à lire et à écrire. Ça m'aide dans l'éducation de mes enfants et pour la gestion et l'hygiène de mon foyer. Le tout début est difficile. Donc, on ne savait même pas quel intrant on peut mettre, quel produit on peut utiliser pour le traitement. On a démarré l'activité de sésame avec une formation. Et puis, on a eu un appui. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. De nombreuses fondations interviennent en Afrique et donc au Burkina Faso. Ce que l'on vient d'entendre est extrait d'une vidéo réalisée par la Fondation L'Occitane. J'imagine, Pascal Bastien-Quéret, que l'association pour le développement de l'Oanga que vous présidez n'a pas les mêmes moyens. Bien sûr, ça serait un bonheur d'avoir les moyens de cette association. Néanmoins, nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens que nous avons. Par contre, nous avons quand même réussi à construire une maison des femmes suite à une demande des femmes faite en 2007 où elles avaient besoin d'un lieu pour se retrouver et pour pouvoir mettre en place de l'alphabétisation, pour mettre en place de la couture. Nous avons construit cette école, cette maison des femmes qui a coûté environ 17 000 €. Pour nous, c'est un financement sur 2 années pour pouvoir construire cette maison des femmes. Mais l'équipement de cette maison des femmes est aussi venu de dons que l'on a eu en France. On a emmené un bus avec du matériel pour la couture. Et puis, nous travaillons aussi avec la direction de la promotion de la femme de Tenkodogo qui les a alphabétisées. Donc, elles sont alphabétisées en 2 langues. Elles commencent à être alphabétisées dans leur langue. Là-bas, c'est le Bissa. Et ensuite, elles sont alphabétisées en français. Donc voilà, ce sont des actions, comme je vous dis toujours, j'œuvre beaucoup en disant, j'insiste beaucoup en disant, ce n'est pas toujours, il y a le problème de l'argent, mais il y a aussi un problème d'action et d'organisation avec les organismes sur place. Alors, est-ce que précisément, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années d'intervention à l'Oanga, Pascal Bastien-Quéret, est-ce que les choses bougent en clair? Est-ce que, alors évidemment, c'est peut-être un exemple mal choisi, mais est-ce que les Burkinabés de l'Oanga apprennent à pêcher? Encore difficilement. Énormément difficile. C'est très difficile de leur faire comprendre que l'on est là pour leur donner une canne à pêche, on est là pour apprendre à pêcher et qu'on n'est pas là pour faire le travail à leur place. Pourquoi j'ai voulu parler des femmes? Parce que je pense que les femmes sont l'avenir du pays. Le Burkina Faso est un pays pauvre, mais tout Burkinabé vous dira « Mais oui, mais vous êtes des Français, vous avez l'euro, nous on n'a rien et donc vous devez faire pour nous ». C'est un vrai combat. Parce que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des femmes, en permanence, je leur répète, mais je ne suis pas la seule, mon mari leur répète dans sa langue, qu'on est là pour les aider, mais il faut qu'ils se prennent en charge. Et c'est très compliqué à leur faire comprendre que le blanc, c'est un être comme eux. Et souvent, on leur dit, moi je leur dis souvent, mais quelle différence entre vous et moi? Moi, en plus, je suis blanche, mais je suis kéré. Donc, de toute façon, je suis votre famille. Mais ensemble, on va faire. Mais il faut que vous preniez en charge. Les enseignants commencent à le comprendre. Au niveau de la santé, on commence à le comprendre. Dans le village, c'est très compliqué. On est pauvre. Voilà. Est-ce que, Pascal Bastien-Quéret, c'est aussi peut-être une culture distillée par une posture post- ou néocoloniale? Est-ce que l'écueil n'est pas toujours complexe, compliqué? Risqué en tout cas? On peut le dire, il y a un effet de la colonisation, mais
la colonisation, ça fait 57 ans que c'est fini. Donc aujourd'hui, les enfants qui sont là, les gens qui sont aujourd'hui dans le pays, sont des gens qui sont nés post-colonisation. Donc je pense qu'effectivement, il y a eu un effet de néocolonisation. On ne peut pas dire que la France est encore une néocolonisation au Burkina, mais il faut Moi, je suis très dure avec les populations et pourtant très appréciée, mais très dure. Je leur dis, mais il faut que vous preniez en charge et qu'on fasse avec. Simplement, je pense qu'ils ont cette idée toujours que le blanc, il a l'argent. Et comme je leur explique souvent, tout ne dépend pas de l'argent. La pauvreté, c'est pas une pauvreté que financière. La pauvreté, c'est parce que derrière, on n'a pas l'éducation. La pauvreté, c'est parce que derrière, on n'a pas le niveau de soins nécessaire. Il faut travailler avec les enseignants pour donner aux enfants cette évolution de l'état d'esprit, et non plus sur un état d'esprit de soumis, mais un état d'esprit pour se prendre en charge. On y arrivera. En même temps, Pascale Bastien-Quéré, on sait aussi, vous évoquiez tout à l'heure Charles Pasqua, on parlait de Mitterrand, évidemment, tout ça fait référence à la France-Afrique. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi une volonté délibérée, finalement, de maintenir le pays dans un état de pauvreté, donc de dépendance ? Peut-être, mais alors là, c'est plus à nous d'agir. N'empêche que sur le terrain, nous agissons sur un terrain, sur une population de 6 000 habitants. Et nous pouvons, et nous avons le devoir de dire les choses. Donc nous les disons, nous sommes là pour vous aider, on se prend en charge. Et là, pour clore ce débat sur les femmes, disons, nous avons un grand avenir dans les femmes parce que les femmes le comprennent. Et les femmes sont, elles, demandeuses pour qu'on progresse ensemble. Au début de notre entretien, Pascale Bastien-Quéré, je rappelais que le Burkina Faso est le deuxième producteur africain de coton derrière l'Égypte. Le pays dispose d'une autre ressource. Le secteur du tourisme au Burkina Faso contribue à hauteur de 4,2% au produit intérieur brut. Le tourisme est en plein essor avec une croissance moyenne de 5,8% par an. Le Burkina jouit d'une légendaire réputation d'hospitalité. De plus, sa position géographique favorise des circuits touristiques variés. Les ressources touristiques du Burkina se concentrent dans 4 grandes zones touristiques. La zone du centre est le siège d'un tourisme d'affaires et de congrès. De nombreuses rencontres internationales, scientifiques, d'affaires, culturelles, telles que le FESPACO, le CIAO, la SNC, le CITO, pour ne citer que celle-là, ont fait la renommée du pays des hommes intègres dans le monde. La zone de l'Ouest est le territoire du tourisme de villégiature avec ses sites pittoresques, ses cascades naturelles. Plus au sud, la réserve de Nazinga détient la plus grande concentration d'éléphants d'Afrique de l'Ouest avec 5000 individus. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Je n'ai malheureusement pas pu identifier l'origine de la vidéo dont est extrait ce son. Néanmoins, vous confirmez le propos, Pascale Bastien-Quéré ? Oui, le Burkina Faso est riche de culture, d'art, et permettrait de développer un grand tourisme. Donc, on n'en parle pas toujours et peut-être pas suffisamment du tourisme au Burkina Faso, non ? On n'en parle pas parce que, j'allais dire, l'État burkinabé non plus ne met pas les choses en valeur. Et récemment, j'en discutais avec le ministère du Tourisme, puisque j'étais récemment au FESPACO. Le FESPACO, c'est le Festival du cinéma de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un événement très important où on voit des films de très grande qualité. Et notamment, on en parle très peu en France. On en parle dans Télérama, on en parle peut-être un petit peu dans Le Monde, mais c'est tout. Alors que pour moi, le Burkina Faso a derrière ce tourisme une ouverture pour développer le pays. Alors pourquoi l'État, pourquoi le ministère du Tourisme lui-même n'en parle-t-il pas suffisamment d'après vous, Pascale Bastien-Quéré ? Parce que ça ne fait pas partie encore... c'est culturellement, ce n'est pas encore quelque chose d'énormément développé. On parle de culture, on parle d'art. L'art au Burkina Faso est très développé. On fait du bronze, on fait du batik, on fait de la sculpture sur bois. Les gens travaillent très bien,
mais derrière, ça reste quelque chose d'artisanal et l'État ne met pas en valeur ces choses-là et n'aide pas tellement les populations. Allons à Ouagadougou, par exemple, heureusement, il y a un village artisanal financé par l'État. De la même manière, la culture est quelque chose... Il y a des très beaux musées au Burkina. Néanmoins, on n'emmène pas les enfants au musée. Il y a un atelier théâtre burkinabé qui est un grand groupe de théâtre qui, elle, pour vivre, est obligée d'aller faire du théâtre social pour aider les populations à régler des conflits, mais ne peut pas monter le théâtre. Et je discutais notamment avec une amie qui est maintenant ici à Nancy, qui faisait partie de cet ATB. Et elle disait, quand on dit aux parents, on va emmener les enfants au théâtre, on va emmener les enfants au musée, les parents disent, non, 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 on envoie nos enfants à l'école, on n'envoie pas nos enfants pour qu'ils aillent s'amuser. Donc, on voit bien que c'est tout... Enfin, j'allais dire, on peut reprendre l'exemple de la France. La France, j'allais dire, si on fait un recul de 70 ans, et peut-être on n'allait pas au théâtre, on n'allait pas au musée. Et moi, j'ai fait découvrir le Burkina Faso à mon mari en faisant du tourisme, en emmenant des Français, et je l'ai fait découvrir tout le pays, en différentes régions, où le tourisme, il faut l'associer, j'allais dire, à la découverte de la population. Donc, sans le savoir, je faisais du tourisme solidaire. J'emmenais mes amis découvrir un village et généralement on discutait avec les personnes et on trouvait quelqu'un qui nous guidait, qui nous expliquait l'histoire de la ville. Et souvent, comme souvent on connaît beaucoup de personnes, on s'arrangeait pour aller manger dans une famille. Donc on finançait le repas et on était accueillis dans une famille et on partageait. Et pour les Français, c'est quelque chose de très important parce qu'ils disaient mais on n'aurait jamais pu penser faire ça. Et un point aussi important, c'est que derrière, les infrastructures ne sont pas là et on ne réfléchit pas à l'infrastructure pour accueillir les populations. On reproduit quelque chose d'existant. Une chose simple, vous allez peut-être vous amuser, mais dans les hôtels standards, je ne parle pas les grands hôtels de Ouagadougou, par exemple, on ne conçoit pas du tout le côté sanitaire. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un coin sanitaire, vous avez le WC au fond, vous avez le lavabo, vous avez la douche qui tombe sur la cuvette des WC. Et ça, pour des Français, je sais bien, je les emmène, ils me disent quand même, ils pourraient quand même penser à ça. Et donc, on voit bien que c'est quelque chose à construire avec eux pour pouvoir accueillir les populations françaises. Mais toutes les personnes que j'ai emmenées au Burkina ont découvert l'art. Moi, j'ai des amis qui font de la peinture, qui ont fait de la peinture là-bas au Burkina. On a fait des cours pour apprendre à faire du batik. On a fait des cours pour faire des bronzes. Et on se rend compte que les artistes sont des gens qui sont très doués, mais malheureusement, on ne considère pas que c'est encore un point, ce qui va permettre un développement économique très important. Vous faites en tout cas, Pascale Bastien-Quiré, une excellente ambassadrice du Burkina Faso, en tout cas de son tourisme en France, en Europe peut-être, non? C'est ce qu'on dit. On dit que je suis l'ambassadrice, mais je sais que moi, si j'ai un rêve, c'est dans quelques années, nous habiterons au Burkina Faso avec mon mari, et je pense que je développerai le tourisme. Et là, je suis en train de travailler actuellement avec l'Office du tourisme pour essayer d'améliorer ce tourisme au Burkina Faso. Lily, elle, ne venait pas du Burkina Faso, mais la couleur de la peau est la même. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily, elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit nous ne sommes pas racistes pour dessous, mais on veut pas de ça chez nous.
Elle a essayé l'Amérique, Lily. Ce grand pays démocratique, Lily. Elle n'aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les... Durablement vôtre, Éric Mutschler. Pierre Perret, bien sûr, avec cette chanson Lily, sortie en 1977. Vous avez une relation singulière et toute personnelle avec le Burkina Faso, Pascal Bastien-Quéré. Tout à fait. On l'a bien compris. Donc, pourquoi j'ai choisi Lily? Parce que le 11 juillet 1992, j'ai épousé Paul Quéré, ici à Saint-Max, donc voilà, à Nancy. Et on avait choisi cette chanson parce que mon mari et moi, on avait eu un coup de cœur et on pensait... c'était le début où il y avait vraiment beaucoup d'étudiants qui arrivaient sur Nancy. Et mon mari a vécu des moments difficiles à Nancy, au début, à la faculté. On lui a dit aussi que ça serait bien qu'il retourne chez lui. Donc, voilà. Donc, moi, on est à ce moment-là, appelez-nous à quelle année? 1992. C'est pas très vieux. Voilà. Et alors qu'il venait pour faire des études supérieures. Pascal Bastien-Quéré, depuis le début de cet entretien, on comprend bien la situation à Luanga. Votre mari, Paul Quéré, aujourd'hui avocat au barreau de Nancy, vient de ce village. Il a lui-même un parcours très singulier. Mon mari a un parcours très singulier, effectivement. Il a fait ses études à Luanga, à l'école primaire. Après de l'école primaire, il a été au lycée à Tenkodogo. Et après, ses parents étaient décédés. Il est donc parti à la capitale où il a fait une maîtrise en droit. Et il est venu faire son DEA et son doctorat après à Paris, à la Sorbonne. Et puis après, son école d'avocat. Moi, le Burkina Faso, je l'ai découvert en 1990. Je voulais aller au Burkina depuis l'âge de 10 ans. Pardonnez-moi, sans rentrer dans l'intimité, bien sûr, de votre histoire, vous avez connu votre mari à Nancy, au moment de ses études? Pas du tout. Bien, expliquez-nous. Pas du tout. Mon mari était étudiant à Bordeaux. Il est parti à Bordeaux en 1989. Et en 1990, je suis partie faire de l'humanitaire dans un petit village de Burkina Faso qui s'appelle Tansobitanga, avec une association de Longuillon, dont je suis originaire. Et j'ai rencontré sa sœur. Voilà. Et puis, je ne vous dis pas la suite. Qui ne nous regarde pas. Voilà. Aujourd'hui, le Burkina Faso, Pascal Bastien-Quéré, c'est votre second pays. Tout à fait, c'est le second pays. C'est le pays de mon mari, de mes enfants. J'ai élevé mes enfants avec une double culture, c'est-à-dire on les emmenait tous les 2 ans au Burkina Faso retrouver toute la famille qui est là-bas. La seule chose, mon mari n'a jamais voulu lui apprendre sa langue puisque c'est un dialecte. Au Burkina Faso, il y a 60 dialectes, il en parle 3. Son papa en parlait 1, sa maman en parlait 1, mais il n'a pas voulu l'apprendre aux enfants. Et pour nous, c'est notre second pays, c'est-à-dire que on ne vit pas 2 jours sans parler au Burkina. Même tous les jours, on parle du Burkina Faso. C'est notre mode de vie. J'ai appris la cuisine burkinabé, j'ai fait la cuisine burkinabé. On reçoit ici, j'allais dire, on appelle ça ici notre maison, l'ambassade du Burkina. Il n'y a pas de semaine, il n'y a pas de mois sans qu'on reçoive de burkinabé. Nous prenons en charge les étudiants burkinabés qui sont à Nancy. Et pour nous, c'est très important. Je pense que mon mari et moi, on s'est rencontrés, mais il fallait qu'on se rencontre. Je suis tombée amoureuse de ce pays et après seulement d'un burkinabé. Donc, les choses ont été faites comme ça. Et pour nous, la vie en France, c'est une vie qui se construit pour aussi construire la vie au Burkina. C'est-à-dire on vit dans les 2 pays en même temps.
Vous exercez vous aussi, Pascale Bastien-Quéré, une profession. Oui, je suis directrice du système d'information en milieu hospitalier. C'est une aide aussi parce que ça permet de récupérer du matériel médical, ça permet de sensibiliser les personnes et j'ai déjà emmené des collègues au Burkina Faso avec moi. Mais bon, le travail, j'allais dire, même si le travail n'a rien à voir, nous travaillons, par exemple, je travaille aujourd'hui sur la mise en place d'Internet dans les écoles parce que je suis informaticienne, mais en même temps, on travaille aussi sur la santé parce que je travaille à l'hôpital et que je peux récupérer du matériel pour aider là-bas au Burkina Faso. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Pascale Bastien-Quéré, présidente de l'Association pour le développement de l'Ohanga au Burkina Faso. C'est le moment de votre choix. On écoute. I still have a dream. Yes. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Cet extrait du discours célèbre du pasteur Martin Luther King, I have a dream, j'ai fait un rêve, point d'orgue le 28 août 1963 face au Lincoln Memorial de la marche vers Washington pour le travail et la liberté devant plus de 250 000 personnes, pour illustrer à la fois votre coup de cœur mais aussi votre coup de gueule, Pascale Bastien-Quéré. Tout à fait. Pour moi, c'est un coup de gueule et un coup de cœur. Un coup de cœur parce que j'adore Martin Luther King. Je pense qu'il fait partie des hommes qui ont joué un rôle important. Et notamment dans ce I Have a Dream, il termine cet extrait en disant « Nous tenons ces vérités pour évidence que tous les hommes naissent égaux ». C'est important de le rappeler, mais dommage de le rappeler. De devoir le rappeler. Voilà. Parce que même si le peuple américain a choisi un président métis pendant 8 ans, quel espoir! Néanmoins, aujourd'hui, lorsque l'on entend les propos de Donald Trump, ça fait très peur. Ce peuple qui est venu en esclavage et qui aujourd'hui n'a pas encore sa place. Et pour moi, c'est quelque chose qui me choque tous les jours. Il faut rappeler, Pascale Bastien-Quéré, que Martin Luther King, comme Thomas Sankara qu'on évoquait en début d'entretien, les deux ont été assassinés d'ailleurs sensiblement au même âge, 37-39 ans. Que peut-on dire ? Est-ce que l'on peut dire que parce que ces hommes dénoncent des choses qui sont des évidences, on peut peut-être dire ça, oui. Ils sont assassinés ? C'était à une époque peut-être, ou peut-être aujourd'hui ça ne se pourrait plus se produire. Je pense, et pourquoi j'ai choisi cet extrait ? Parce que je pense qu'aujourd'hui le métissage est en train de faire son rôle. Nous sommes dans un monde, j'allais dire, moi je suis un couple, je suis un couple mixte, j'ai des enfants métis. Aujourd'hui mes enfants ne connaissent aucun problème. D'ailleurs, quand je leur pose la question, quand ils étaient petits, je leur disais « Qu'est-ce qu'on vous dit ?» Mes enfants ont répondu « Écoute maman, ici on est noir, là-bas on est blanc, mais qu'est-ce que ça peut bien faire ? On a des copains. » Et aujourd'hui, le métissage est en train de se développer. Le métissage entre tous les peuples. Nous sommes dans un monde de mondialisation. Et donc, j'ai l'espoir. Pour moi, l'avenir est dans le métissage et peut-être que ça va s'estomper, c'est sûr. En même temps, Pascale Bastien-Quéré, ma question est un peu provocante évidemment, est-ce que le métissage, c'est la disparition des cultures, c'est l'uniformisation ? Je ne sais pas, parce que... Je vais poser ma question autrement, de façon peut-être un peu plus triviale. Nous appartenons à une culture, ici nous sommes en Lorraine, qu'on ait la cuisine lorraine. Évidemment, quand je mange exotique, c'est un plat différent de celui que j'ai l'habitude de manger. Est-ce que le métissage, c'est une cuisine uniforme partout dans le monde ? Eh bien non, au contraire, quand je parle de métissage, je ne dis pas, je dis plutôt 1 + 1, ça va faire 3. Parce que derrière, je le vois bien avec nos enfants, ils ont la culture, ils aiment bien la cuisine française, mais ils aiment bien la cuisine africaine. Donc pour moi, le métissage et cet apport de culture, on l'a connu. La Lorraine est quand même un pays qui a, par la sidérurgie, accueilli des Italiens, accueilli des Polonais, et
Aujourd'hui, on mange beaucoup de pizza. Aujourd'hui, on sait faire de la cuisine. Et je pense que, et c'est la richesse de l'homme, c'est que l'homme n'est pas là pour lisser, mais l'homme, j'allais dire, s'imprègne, s'enrichit de toute cette diversité. Et c'est ce qui va, je pense, mais ça c'est mon espoir, que le monde de demain va être un monde plus riche, puisqu'on va apprendre des autres. Vous évoquiez Trump, Pascal Bastien-Quéré, vous auriez aussi pu énoncer ou citer bien sûr le résultat du Front National aux dernières élections présidentielles. On ne prendra évidemment pas de pari sur les élections législatives. Vous qui avez cette très grande légitimité pour parler de l'Afrique, du Burkina Faso en particulier, pour vous, quel est le ressort de ce rejet de l'autre, du racisme, pour dire le mot ? À la base, je pense que les gens ne sont pas racistes. Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, premièrement. Et deuxièmement, c'est le contexte économique. Les personnes, si vous interrogez les personnes, ils n'ont rien contre les Noirs, ils n'ont rien contre les Algériens. Ils ont simplement peur qu'on leur prenne leur travail. Ce n'est pas la même chose. Et ce qu'il faut arriver à faire comprendre aux gens, c'est qu'on peut vivre ensemble et que... il peut avoir du travail pour tout le monde. Alors, je suis peut-être un petit peu démago en disant ça, hein, mais aujourd'hui, je pense que, d'ailleurs, on voit bien, Marine Le Pen, elle fait sa campagne sur la peur. Elle fait sa campagne et non pas... elle fait pas une campagne contre une population. Elle fait la campagne sur une peur. Et la peur des gens, c'est le problème économique. Et à la base, je pense que les gens sont pas vraiment racistes. C'est plus un racisme économique qu'un racisme, j'allais dire, envers l'autre, envers l'être humain. Alors, vous disiez que vos enfants sont métis, vous parlez, j'aime beaucoup la formule 1+1, ça fait plus que 2, c'est un peu comme en biologie. Comment transformer cette peur, finalement, en richesse ? On la transforme en faisant découvrir aux autres l'apport de l'autre culture et qu'elle s'intègre avec notre vie au quotidien. Et bien sûr que ça n'a aucun danger pour l'autre, mais plutôt ça va l'enrichir. Merci Pascal Bastien-Quéré pour cet entretien. Merci à vous Eric. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Association pour le développement de l'Ohanga au Burkina Faso, une association par ailleurs membre de Multicolore, le réseau multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en Lorraine. Pour en savoir plus, voire même adhérer à votre association ou faire un don, rendez-vous sur votre site à l'adresse un peu compliquée. Le plus simple, c'est d'aller chercher sur Internet ADL Lohanga et on tombera fatalement sur votre site. On vous trouvera également avec un peu la même démarche sur votre page Facebook et on peut vous écrire à l'adresse adl.lohanga@gmail.com. Vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter cette émission et toutes les précédentes sur www.durablementvôtre.fr.